Sur ce, je vous souhaite la bienvenue officiellement à la deuxième conférence Mettre les pièces ensemble pour et par les personnes vivant avec la douleur, organisée par Pain BC et Douleur Canada. Je m'appelle Chris Debeau, un des membres du comité directeur de la conférence PTPT, et je suis à Halifax, sur le territoire Mi'kmaq, territoire ancestral des Mi'kmaq. Aujourd'hui, nous aurons 3 séances très intéressantes et uniques. Il y aura au début une conférence d'une heure qui s'intitule Que faisons-nous sur la douleur au Canada, suivie par une séance de yoga d'une demi-heure, ce que je recommande fortement. Il y aura ensuite une séance d'une heure à la fin qui s'intitulera La poésie de la douleur. Il y aura des pauses entre chaque session. Alors, n'oubliez pas que la conférence a été conçue pour et par les personnes vivant avec la douleur. Elle est ouverte à tous et à toutes, mais nous avons fait de notre mieux pour créer un espace sûr pour les gens vivant avec la douleur. Nous avons des cliniciens et des chercheurs qui sont ici pour en apprendre davantage sur le phénomène. Si vous êtes de cette catégorie, nous vous demandons de passer ce temps à écouter en fait, de profiter de cette occasion pour écouter les gens qui vivent avec la douleur plutôt que de développer vos recherches. Et je veux remercier mes collègues du comité directeur de la conférence. Nous avons tous une expérience de la douleur et nous avons l'honneur d'avoir cette plateforme, cette vitrine pour parler de nos expériences et se soutenir mutuellement. J'aimerais également remercier les commanditaires de la conférence, Pain BC, la stratégie pour la recherche axée sur le patient, le réseau sur la douleur chronique et l'Institut de l'arthrite de la douleur musculo-squelettique et le réseau de projets de recherche sur la douleur. Je passe la parole à Jennifer Daly-Sear qui va lancer la première séance. Je vous passe la parole, Jennifer. Merci énormément, Chris. C'est une journée emballante. Je suis Jennifer Daly-Sear. Je suis membre du comité directeur de la conférence et c'est la deuxième conférence annuelle. C'est exceptionnel. En tant qu'animatrice de la séance d'aujourd'hui, je suis très content de vous souhaiter la bienvenue à la séance d'ouverture de la conférence Mettons les pièces ensemble, dont le sous-titre est Que faisons-nous sur la douleur au Canada? Mise à jour 2023 avec la ministre Yara Sachs, Jean-François Leroux, Maria Hadsbrith et nos conférenciers aujourd'hui qui vont nous faire part de leur mise à jour. Comme le dit Chris, c'est un rappel tout simplement que pendant cette séance enregistrée, nous avons des sous-titres codés et une interprétation simultanée en français. Pour écouter les interprètes, veuillez aller sur Zoom. En fait, dans la description, vous aurez l'information nécessaire pour accéder à ces services. Nous prendrons vos questions. Comme je l'ai dit, comme on l'a dit plus tôt, Chris vous a expliqué comment publier vos questions. Nous allons répondre à vos questions à la fin des présentations de nos conférenciers aujourd'hui. Et sans plus tarder, c'est un immense plaisir pour moi de vous présenter notre première conférencière, la ministre Yara Sachs, qui a été élue en tant que députée York Center en 2020. Elle est actuellement ministre de la Santé et des Addictions et ministre associée de la Santé. Et alors, soyez la bienvenue à la ministre Sachs. Bonjour, merci d'être avec nous, Madame la ministre. Merci énormément, Jennifer. Merci, Chris. Et merci à tous ceux et celles qui sont avec nous aujourd'hui. J'ai été nommé ministre de la Santé mentale et des Addictions en juillet. Et c'est une cause qui me tient à cœur. J'étais très heureux lorsque Chris a mentionné la séance de yoga qui suivra ma conférence parce que dans ma vie précédente, avant d'être député, j'ai été bénévole dans des œuvres de charité dans le domaine et travailler avec les gens qui vivent avec la douleur chronique. C'est une chose que j'ai faite dans ma vie et c'est une cause qui me tient à cœur. C'est-à-dire que la douleur de ces gens est un défi au quotidien. Alors,
Je suis content d'être avec vous à cette conférence, mettons les pièces ensemble. Alors, c'est une période importante pour nous. Il faut se pencher sur le travail important qui a été fait pour les personnes qui vivent avec la douleur et comment nous pouvons mieux les soutenir. Je suis à mon bureau à Ottawa aujourd'hui, sur le territoire traditionnel non cédé des Algonquins et Anishinaabe. Et je fais souvent ces déclarations territoriales pour déclarer que ce sont des territoires sacrés et que nous partageons, sur lesquels nous vivons, aimons, jouons avec nos familles, nos amis, nos collègues. C'est également, à l'occasion de ces déclarations territoriales, une occasion de guérir. Et la guérison, c'est quelque chose que tout le monde comprend bien ici aujourd'hui. Alors, je remercie Douleur Canada de m'avoir donné cette tribune. C'est votre deuxième conférence annuelle, ce qui est exceptionnel. Et c'est une occasion en or, comme l'a dit Chris, d'écouter les voix de personnes vivant avec la douleur pour qu'elles puissent s'exprimer, qu'elles puissent nous faire part de leur expérience et de mieux comprendre comment nous pouvons mieux soutenir les personnes vivant avec la douleur. Et puisqu'on cherche toujours de nouvelles façons de soutenir les personnes vivant avec une douleur chronique au Canada, votre participation aujourd'hui compte grandement. C'est un bon moment de vous signaler que nous sommes dans la Semaine nationale sur la sensibilisation à la douleur et c'est le moment de se pencher sur le rôle que nous pouvons jouer pour soutenir les personnes qui vivent avec la douleur chronique. En tant que ministre et représentatif du gouvernement fédéral, il est important de reconnaître que la douleur chronique touche 8 millions de Canadiens par année. Non seulement qu'elle a un effet sur leur bien-être physique, mais aussi mental et leur vie familiale et communautaire. Elle peut également restreindre leur participation complète à la société et à l'économie. Dans mon rôle de ministre de la Santé mentale des addictions et ministre associé de la Santé, je suis bien placé pour comprendre les intersectionnalités entre cette maladie et d'autres maladies dont la santé mentale et la toxicomanie. Il faut ainsi considérer l'humain dans son ensemble et dans toutes ses expériences et ne pas travailler en silo et ne pas s'attarder à chaque symptôme de façon individuelle, mais les considérer comme un tout. Nous savons que malgré l'incidence de la douleur chronique, nous avons beaucoup de travail à faire pour faire en sorte que cette maladie soit bien reconnue, diagnostiquée et traitée. Il y a eu des avancées ces dernières années, mais un bon nombre de Canadiens ont toujours à faire face à des obstacles pour avoir accès à des services appropriés pour gérer leur douleur. Le travail de l'équipe sur la douleur chronique a joué un rôle essentiel pour mieux comprendre ce phénomène et nous a permis de trouver, dégager des meilleures pratiques pour s'attaquer à ce problème. Euh, ce groupe de travail a déterminé des actions tangibles à prendre pour qu'on puisse mieux détecter et traiter la douleur chronique partout au Canada. Alors, merci encore au nom du gouvernement fédéral à toutes les personnes qui ont contribué à ce travail. On n'aurait pas pu le faire sans vous. Vos conseils, votre expertise, votre militantisme, vos messages sont une contribution importante au travail que nous faisons et à l'avancement des choses. Et je vous dirais que moi et mes collègues au fédéral, nous dévouons à continuer ce travail avec vous et à prendre des mesures tangibles sur les priorités déterminées par le groupe de travail. Et sur ce, je suis prêt à faire du yoga avec quiconque d'entre vous. Un autre aspect clé de mon travail en tant que ministre, c'est de comprendre comment la gestion de la santé, de la douleur peut donner lieu à la toxicomanie. Parce que la douleur est une maladie et ça peut être très difficile de gérer la douleur. Les membres de la famille, les amis, les collègues ne comprennent pas toujours ce que vit un individu. Et lorsque la douleur n'est pas bien gérée, elle peut pousser les gens qui en souffrent de se tourner vers la consommation de drogue et la toxicomanie. Et on doit les écarter de cette réalité. Lorsqu'on voit quelqu'un, on doit comprendre leur douleur et leur permettre de s'exprimer et de se sentir soutenus. Et ce faisant, on peut les aider à éviter la toxicomanie et d'autres mécanismes de compensation. On doit faire plus de travail pour aider les Canadiens à mieux gérer leur douleur parce qu'on ne veut pas qu'ils aient à choisir les drogues comme solution.
Et on sait les ravages qu'a fait cette crise dans les communautés et on continue de travailler avec le gouvernement, les organisations et les personnes qui ont l'expérience de cette maladie et nos communautés autochtones pour mettre un terme à cette crise et sauver des vies. Mais il faut également comprendre la source de ce problème et l'itinéraire que prend une personne qui éventuellement en vient à la toxicomanie. La semaine dernière, nous avons annoncé avec fierté le lancement de la stratégie renouvelée sur la toxicomanie et ça fait partie de notre action et de notre action contre la crise des surdoses. Et nous avons décidé d'avoir une approche pan-gouvernementale. Parce qu'en mettant en œuvre notre plan d'action, nous reconnaissons que nous devons mieux soutenir les personnes qui vivent avec la douleur chronique pour les détourner de la toxicomanie. Et comme je l'ai dit plus tôt, on ne doit pas se pencher sur chaque aspect de la santé d'une personne, mais plutôt sur la personne comme un tout et avoir une approche intersectionnelle, interministérielle également, pour aller rejoindre les gens où ils se trouvent et répondre à leurs besoins grâce à toutes les politiques gouvernementales pour les aider. Ce que ça signifie, de mon côté et pour le gouvernement, c'est qu'il faut continuer de travailler avec vous, que vous soyez des professionnels, des organisations, des patients, des intervenants, pour ensemble faire avancer les priorités du groupe de travail sur la douleur canadien, y compris un meilleur accès aux soins et aux gestions de la douleur. Et il est très important, je ne le dirai jamais assez, de travailler ensemble parce que vous êtes nos partenaires clés dans ce travail. Et au cours de la dernière année, les progrès importants qui ont été faits pour faire progresser en fait, nos actions ont été éclatants. Et le Canada continue de mobiliser des ressources et des efforts pour mieux soutenir les personnes vivant avec la douleur. Et le Canada, notamment, a utilisé ses programmes anti-toxicomanie. Il y a un portail, je vous recommande d'aller le voir, qui a été lancé qui donne de l'accès à des ressources et de l'information sur la gestion de la douleur à tous les Canadiens. Nous continuons de soutenir la mobilisation des connaissances, de la recherche par le réseau sur la gestion de la douleur. Et en avril, l'Organisation normative du Canada a publié une norme en fait, la première au monde à porter sur la gestion de la douleur chez les adultes et les enfants. Alors, nous continuons de tenter de gérer, d'aider ces gens à gérer la douleur, que ce soit des jeunes, des adultes, des aînés, en leur fournissant des services, en allant leur fournir ces services chez eux lorsqu'ils en ont besoin. Et vous pouvez être très fiers de ces accomplissements. Nous savons qu'il y a encore beaucoup de travail à faire pour que les personnes qui vivent avec la douleur chronique d'avoir les soins dont ils ont besoin. Et maintenant qu'on en est à cette deuxième année, nous savons qu'il y aura des discussions importantes qui auront lieu aujourd'hui pour nous aider à aller de l'avant. Parce que lorsqu'on prend ces préoccupations en matière de santé au sérieux, que nous reconnaissons que ces individus ont besoin d'avoir accès à ces services, nous allons améliorer leur qualité de vie. Au dernier budget fédéral, nous avons fait des investissements historiques de 200 millions de dollars pour les 10 prochaines années pour soutenir les provinces et les territoires à s'attaquer aux problèmes de santé les plus graves. Et alors que nous travaillons sur ces priorités, nous comprenons que la douleur doit être mieux prise en compte et qu'elle se reflète dans nos politiques et nos actions. Alors, c'est important de faire en sorte que les personnes qui vivent avec la douleur chronique continuent de faire partie de l'élaboration de ces politiques. Vous faites partie de la solution. Et alors que nous attaquons au problème. Si nous travaillons ensemble, nous pouvons faire en sorte que les Canadiens vivant avec la douleur soient priorisés et que notre système de santé bénéficie de cet investissement historique. Parce que les personnes vivant avec la douleur ont le droit de se tourner vers le fournisseur de services de santé privilégié et celui de leur choix. Pour ceux et celles qui vivent avec la douleur, sachez que vous n'êtes pas seul et qu'il y a des options qui sont à votre disposition pour vous aider. Et tout le monde ici veut collectivement aider les autres, s'entraider pour qu'on puisse s'attaquer à la douleur ensemble. Nous faisons tout en notre pouvoir pour vous soutenir, vous et votre travail, et chaque personne vivant avec la douleur au Canada. Merci
d'avoir été des nôtres aujourd'hui et merci du temps que vous m'avez accordé. Merci énormément, Madame la ministre Sachs, d'être avec nous aujourd'hui et de nous faire part de votre dévouement, celui de votre gouvernement, envers le plan d'action sur la douleur au Canada. Nous avons hâte de vous entendre encore avec vos mises à jour sur la progression de ces travaux. Et comme vous l'avez dit, 8 millions de personnes au Canada vivent avec de la douleur chronique. C'est ainsi très important pour ces personnes que vous, ministre associé de la Santé et ministre de la Santé mentale et des addictions, que vous soyez ici et que vous nous fassiez part de votre expérience dans la gestion du système de santé. Et j'aimerais bien prendre un de vos cours de yoga un jour. Alors, merci de l'avoir offert. Ça serait merveilleux. Merci de votre temps, Madame la ministre. Merci pour votre mot d'ouverture et votre accueil. Alors, c'est un plaisir pour moi de vous présenter nos prochains conférenciers. Nous avons 2 conférenciers. Il s'agit de Jean-François Leroux et Maria Hosted. Jean-François est le gestionnaire de l'équipe politique de la gestion chronique, c'est-à-dire sous la division des substances contrôlées du Canada. Dans son rôle, il supervise l'intervention canadienne aux recommandations du groupe de travail sur la douleur chronique. Après la conférence de Jean-François, Maria Hotbird, directrice exécutive de Pain BC, s'adressera à nous. C'est l'organisme qui soutient, qui commandite le réseau, en fait, la conférence et le réseau Douleur Canada. Elle est également coprésidente du groupe de travail sur la douleur qui a soumis son plan d'action et son rapport pour la douleur chronique en 2021. Alors, sans plus tarder, souhaitons la bienvenue à Jean-François Leroux qui va s'adresser à nous. La parole est à vous. Merci, Jennifer. Je suis très content d'être ici et de participer à cette 2e édition de la conférence Mettre les pièces ensemble. Avant de commencer, j'aimerais déclarer que je suis à Ottawa, sur le territoire non cédé et traditionnel des Anishinaabe-Algonquins. Comme la ministre Sachs l'a dit dans son mot d'ouverture, il y a eu des progrès importants qui ont été faits au cours des dernières années pour sensibiliser la population aux effets de la douleur au Canada, mais aussi il y a des efforts qui sont déployés au Canada pour mieux diagnostiquer et prévenir la douleur chronique. Prochaine page. Le travail du groupe de travail canadien sur la douleur qui a été créé en 2019 a contribué grandement à ces progrès. Et je ne pourrai jamais vous dire à quel point nous sommes reconnaissants de la collaboration de ce groupe de travail et de l'effort de tous ses membres, ainsi que de la contribution de ceux et celles qui ont participé à ce projet depuis 2019. En 2021, comme Jennifer l'a dit, le groupe de travail a soumis son rapport final et un plan d'action pour la douleur au Canada qui contenait 151 recommandations d'actions prioritaires. Ces actions ont été classées en 6 catégories, c'est-à-dire qui sous-tendent vers 6 objectifs globaux. Et ces objectifs ont contribué à éclairer nos actions à l'avenir, qu'il s'agisse de créer les fondations nécessaires pour maintenir la collaboration, les efforts de collaboration et de coordination, d'améliorer l'accès à des soins contre la douleur axée sur le patient, qui soit équitable et rapide au Canada, améliorer la sensibilisation et la formation en matière de douleur, soutenir la recherche et renforcer les infrastructures qui y sont reliées, améliorer la surveillance du profil en fait de la situation en matière de douleur chronique. Et nous essayons toujours de mesurer l'impact de la douleur au Canada. Nous savons que la douleur chronique a des ramifications économiques importantes. Nous savons que
Comme l'a dit la ministre, la douleur est une des raisons principales de recherche de soins de santé au pays. Et malheureusement, l'accès aux soins de santé est souvent limité. Il y a des relations importantes entre la douleur chronique et d'autres maladies comme la maladie mentale ou les maladies mentales et la toxicomanie. Et comme l'a dit le groupe de travail dans son sixième objectif, il y a des inégalités parmi la population. Par exemple, les communautés comme les femmes, les autochtones, les aînés sont surreprésentés parmi la population souffrant de douleurs chroniques. Nous avons élaboré des actions prioritaires sur la douleur qui sont étroitement liées aux priorités fédérales. La page présente vous donne un aperçu des nombreuses priorités qui ont été énoncées, mentionnées dans le budget fédéral récent, et aussi quelques priorités ministérielles. Comme vous voyez, il y a un alignement fort entre ces priorités et les effets considérables qui ont été remarqués dans le domaine de la douleur. Et plusieurs recommandations ont été soumises dans le cadre de ce projet d'élaboration des actions prioritaires. Alors, la question est, quelles sont les prochaines étapes? Comment s'attaquer à la situation? Passons à la prochaine page. La première chose que nous avons faite apparaît la fin du mandat du groupe de travail en décembre 2021 a été de créer une équipe au sein de Santé Canada qui s'est concentrée sur l'élaboration de politiques pour les questions liées à la douleur et aussi de coordonner les actions, les efforts fédéraux pour appliquer les recommandations du groupe de travail. C'était une occasion, en créant cette équipe, de maintenir le momentum qui s'était développé par la création d'un groupe de travail, mais aussi pour s'assurer que le fédéral conservait un point de contact avec les personnes vivant avec la douleur et pour les intervenants en la matière pour qu'ils puissent communiquer avec lui. Nous avons articulé nos efforts selon 3 objectifs et priorités principaux. Le premier but consiste à utiliser les leviers fédéraux pour soutenir les priorités liées à la douleur, c'est-à-dire de trouver des occasions, comme le dit la ministre, pour élaborer des actions à prendre. J'y reviendrai. Nous devons également trouver des occasions de financement et en tirer parti pour soutenir les priorités clés de cet enjeu. Deuxièmement, il faut tirer parti de notre position, notre rôle pour soutenir la collaboration et la coordination au niveau national, s'assurer que les meilleures pratiques sont mises en œuvre partout. En fonction du mandat du groupe de travail, il y a des pratiques existantes qu'on doit appliquer. Le défi réside souvent dans la connaissance de ces meilleures pratiques et il faut faire en sorte qu'il y ait une forte collaboration et coordination pour accélérer nos efforts et les résultats. Et l'équipe essaie toujours de dégager les occasions de communiquer de l'information, des connaissances sur les meilleures pratiques. On travaille en collaboration avec nos partenaires fédéraux, provinciaux et territoriaux pour répandre ce savoir. Et enfin, nous savons qu'il y a des écarts importants en matière de surveillance, de recherche sur les questions liées à la douleur. Alors, il s'agit de travailler avec Statistique Canada, l'Institut canadien pour l'information sur la santé et d'autres leaders fédéraux pour faire avancer notre cause. Nous savons également que dans ces domaines, une approche axée sur l'équité est essentielle. Alors, c'est pourquoi nous continuons d'inclure la perspective des personnes vivant avec la douleur chronique dans notre travail et dans les politiques que nous élaborons. Voici une façon de représenter la nature complexe
de cette action fédérale et la quantité de ministères et d'agences fédérales qui sont impliquées dans les questions liées à la santé, que ce soit Santé Canada ou les agences de santé publique qui sont responsables d'appliquer les politiques de santé fédérale, les organismes de recherche qui font des efforts de recherche et de formation, Service Canada, les services correctionnels Canada, qui sont responsables d'offrir des services directs à la population, à des populations qui sont de façon disproportionnée touchées par la douleur, et Services autochtones Canada et Emploi et développement social Canada, qui ont pour mandat d'améliorer le niveau de vie et la qualité de vie des Canadiens. Maintenant qu'on a parlé de l'approche et des intervenants fédéraux clés qui ont pour mandat d'appliquer les recommandations du groupe de travail, j'aimerais souligner les résultats éclatants que nous avons obtenus au cours des dernières années. Comme je l'ai dit, l'équipe d'élaboration de politique sur la douleur chronique a été créée au sein de Santé Canada. C'est elle qui doit coordonner nos actions. L'an dernier, le ministre Bennett a annoncé des investissements de 4,5 millions de dollars au cours des 5 prochaines années pour Douleur Canada, pour contribuer à coordonner nos efforts, et nous espérons que par Douleur Canada, grâce à Douleur Canada, nous pouvons avoir la conférence d'aujourd'hui. Depuis janvier, grâce au programme de soutien des Canadiens contre les addictions de Santé Canada, nous avons réussi à obtenir un nouvel investissement de 12,3 millions de dollars. Je vais vous parler de certains des projets que nous avons financés. Prochaine page. Alors, le deuxième objectif qui consiste à améliorer l'accès à des soins axés sur le patient, nous avons de nombreuses nouvelles ressources qui ont été élaborées par Douleur Canada, par le portail Prendre le dessus sur la douleur, Power Over Pain, qui permet d'accéder à des renseignements très importants et des ressources. Il y a de nouvelles normes qui ont été élaborées. On doit être fier de la réussite de la norme nationale sur la gestion, la première norme au monde à fournir une orientation aux professionnels sur la façon de gérer la douleur chez les enfants. Il y a également la norme sur les soins de santé longue durée qui a été élaborée plus tôt cette année, qui a un composant axé sur la douleur pour faire en sorte que les gens vivant dans un contexte de soins de longue durée reçoivent des soins équitables et appropriés. Nous avons également nos nouvelles lignes directrices qui seront publiées d'ici peu. Par exemple, nous avons que la norme nationale d'usage des opioïdes est en cours de renouvellement, en fait, de mise à jour. Nous espérons pouvoir la publier au cours de la prochaine année. Et enfin, il y a plusieurs programmes ou projets pilotes comme les services de transition à la douleur et le modèle de gestion en 2 étapes, ou le modèle de gestion par étape 2.0 qui permettent en fait d'informer les professionnels, d'offrir des services de meilleure qualité à la population. En ce qui a trait à la conscientisation, je pense que cette conférence, ou les conférences comme celle d'aujourd'hui, ou toute autre activité qui font partie de la semaine sur la conscientisation, la conscience à la douleur, etc., tout ça nous permettra de réussir cet objectif. Et les gens qui vivent avec de la douleur deviendront prioritaires, donc en termes de soutien éventuel. Nous devons être fiers du fait que le Canada, dans les derniers mois, 2 derniers mois, a été l'hôte de 2 conférences internationales, incluant le Congrès mondial sur la douleur, ça s'est déroulé au mois de septembre de l'an dernier, mais également le symposium international pédiatrique également, qui a démontré à quel point le Canada a fait preuve de leadership, que le Canada est un chef de file en la matière. Et tel qu'annoncé en mai dernier,
Santé Canada continue à travailler avec Douleur Canada en vue de préparer le prochain congrès en avril du réseau. On espère que cette collaboration nous permettra de créer de nouvelles relations avec les experts qui en matière de douleur, l'autre qui élabore des politiques en la matière également, et que cette collaboration nous permettra de créer de nouvelles opportunités afin de soutenir la mise en œuvre de priorisation en ce sens. Relativement à l'éducation, beaucoup de progrès a été fait également grâce à des programmes de mentorat. De nouveaux programmes de cours sont offerts également. Il y a la FMC qui offre, entre autres, en termes de gestion de douleur, un nouveau programme de cours. Il y a de nouvelles ressources offertes aux praticiens canadiens en matière d'éléments qui sont sensibles au genre. Et bon, il y a tous ces programmes de mentorat sur la douleur, etc. Mais on doit faire bien davantage, évidemment. Prochaine diapo. Alors, nous avons parlé de l'importance de la recherche en matière de douleur, pouvoir passer les connaissances et donc, on va renouveler le réseau sur la douleur chronique, avec la deuxième phase du réseau qui se centrera surtout sur, les sciences, notamment beaucoup d'efforts qui sont déployés relativement à l'élément qu'on appelle en anglais knowledge translation, comme on passe ou on vulgarise, heu, la connaissance. On va mettre l'accent sur les, mmh, pratiques exemplaires relativement aux questions de santé mentale, toxicomanie, et cetera. Nous avons publié un rapport récemment qui ressort de cette discussion et ce rapport est disponible sur notre site web et donc ça vient d'être mis à jour et je pense que ça vient d'être, rendu disponible ce matin. C'est tout chaud comme on dit et donc relativement à la surveillance sur la douleur, le Canada travaille de très près avec le Statistique Canada, travaille également avec d'autres, intendants gouvernementaux pour pouvoir, combler les lacunes à cet égard. On a reçu une confirmation sur laquelle la douleur chronique fera partie du module, sur la douleur chronique lors des prochaines versions, du sondage de la communauté canadienne sur la douleur et cetera et donc pour les enfants également, c'est toute une réussite et on espère que cela nous permettra de renforcer les efforts particuliers de surveillance, dans ce secteur. Bon, voilà et nous avons fait de progrès significatifs. Il y a d'autres activités de surveillance qui ont été effectuées, par exemple une demande, en ce qui a trait à l'aide médicale à mourir, de la surveillance là-dessus également, relativement aux conditions post-covidiennes. Donc, prochaine diapo, s'il vous plaît. On doit continuer à renforcer à s'assurer, à nous assurer qu'il y ait un accès, juste et équitable pour certaines populations qui souffrent de la douleur de façon disproportionnée et surtout, en ce qui a trait à l'engagement, à la collaboration avec, les populations des Premières Nations, il y a de nouveaux projets qui sont mus par le World Spine Care relativement à des programmes de gestion de douleur auprès des Premières Nations. Il y a une université, je crois, du Nouveau-Brunswick qui a, travaillé afin de co-créer et de co-diffuser des ressources, pédagogiques là-dessus, sur la douleur chronique. Il y a 2 semaines, le ministre des Services aux Premières Nations a eu un sommet sur le mieux-être et la douleur. Donc la douleur faisait partie de cet événement, ce qui était une opportunité pour nous de nous assurer que les gens soient davantage conscientisés en ce qui a trait aux impacts de la douleur. Les enfants et la jeunesse, on en a déjà parlé, on a parlé des normes liées à la douleur. Il y a là également un programme qui se consacre spécifiquement aux jeunes, à la jeunesse. C'est co-créé avec,
Power Over Pain Portal for Youth, entre autres, HSO, entre autres, pour les femmes. Et il y avait également SKIP, n'est-ce pas? Les solutions pour la douleur chez les enfants. Donc, et pour les femmes, les gouvernements ont annoncé 1,6 million de dollars investis dans ce chapitre pour aider les femmes, surtout pour soutenir les femmes en ce qui a trait aux services de naissance. Bon, comment nous avons pu mieux utiliser les mécanismes de financement pour faire progresser nos priorités. Et maintenant, pour les anciens combattants, le personnel militaire, également un réseau national de centres de gestion de la douleur, des stratégies également pour améliorer les soins offerts aux anciens combattants, aux membres de l'armée canadienne. Ensuite, Service correctionnel Canada qui continue à mettre à jour son document qui doit servir de guide pour les praticiens qui s'impliquent quant à l'évaluation et l'évaluation des gens qui sont maintenus dans des pénitenciers fédéraux. Voilà, prochaine diapo. Alors qu'il y a un progrès substantiel qui est manifeste, notre travail est loin d'être achevé. Alors, nous nous engageons à continuer de travailler auprès des gens qui vivent avec la douleur. Nous allons travailler également avec les experts en matière de douleur. Nous allons travailler avec toutes les parties qui sont responsables de la mise en œuvre des recommandations du groupe de travail sur la douleur. Nous devons continuer à rester engagés afin de continuer à conscientiser les gens sur le sujet. J'ai déjà parlé de la réunion de 2024 de la Société canadienne de la douleur, la réponse du gouvernement et du fait qu'on a eu des occasions auprès des parlementaires, du fait qu'ils s'impliquent à connaître ces études sur la santé des enfants, des femmes, etc. Et donc, il y a également les lignes directrices de la gestion, sur la gestion de la douleur en utilisant des opiacés ou du cannabis, par exemple. Il faut s'assurer que ces guides soient considérés auprès des parties prenantes et il faut s'assurer que les recommandations soient bien mises en œuvre. Soutenir le développement, la distribution des informations pour les pratiques exemplaires. On ne doit pas réinventer la roue, on ne doit pas faire table rase. Il y a déjà beaucoup de beau travail d'accompli pour s'assurer que les gens soient conscients de ce travail, qu'il existe. Il faut ensuite simplement dire qu'on soutient la mise en œuvre de ce même travail. On doit continuer à travailler de façon collégiale avec nos collaborateurs en vue de nos priorités en matière de santé, nos priorités sociales également. Comme le ministre l'a dit, vous faites partie de la solution des solutions et je m'engage, notre équipe s'engage à travailler là-dessus. On va tous travailler ensemble sur ces dossiers. Merci beaucoup. Je vais maintenant céder le micro. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je voulais juste m'assurer que mon audio est bon. Parfait. Bon niveau. Alors, je suis très heureuse d'être là. Je suis Maria Husband, directrice exécutive de PNDT et je suis un commissaire de Douleur Canada et je suis coprésidente du groupe de travail sur la douleur avec le Dr. Campbell et je travaille également avec beaucoup de nos très chers collègues de partout au pays. Je constate que JF est mon compagnon de sidecar, mon acolyte. Beaucoup de gens m'ont entendu parler souvent de ce que l'on appelle les approches ascendantes ou descendantes, top-down, bottom-up en anglais, pour s'attaquer à cette question très difficile de la douleur au Canada. Il y a plusieurs questions qui ont déjà été mentionnées par le clavardoir. Eh bien, on pose toujours la question, mais qu'est-ce que ça veut dire pour moi tout ça? Des choses comme la surveillance, les études, les réunions scientifiques. Qu'est-ce que cela a à voir avec l'amélioration de la douleur de façon concrète pour les collectivités sur le terrain? Bon, voilà, je vais en parler et répondre à cette question. Et d'entrée de jeu, je vous dirais que ce qu'on vous a dit
est là, mais il y a bien davantage qui est fait ou qui est dit au Canada relativement à la douleur. Donc, on a quelques faits saillants, des éléments sur lesquels on va insister pour dire comment les gens pourraient participer davantage et des façons pour faire le suivi du progrès réalisé et voir comment les choses se déroulent au fil du temps. Maintenant, je vous parle du nord de Vancouver, en Colombie-Britannique. C'est un territoire ancestral autochtone des peuples Squamish et des Musqueam qui n'a pas été cédé. Je suis très heureuse d'être avec vous et nous avons presque 800 personnes qui se sont inscrites à cette conférence. Certains participent sur Zoom, d'autres sur d'autres plateformes, Blue, etc. Et donc d'autres qui pourront regarder le tout plus tard puisque c'est enregistré. Alors, il y a des gens qui vont nous regarder depuis plusieurs territoires traditionnels des Premières Nations non cédées et de partout au pays et nous sommes très heureux de nous réunir ensemble. Alors, Douleur Canada, lorsque le groupe de travail a été créé, je vous en parle davantage, beaucoup de gens étaient enthousiastes, il y avait beaucoup de momentum, l'élan était positif, beaucoup de cohésion était là pour faire progresser ces priorités. Et beaucoup d'entre nous étaient un peu perplexes. On ne savait pas ce qui allait arriver de groupe de travail. Mais on savait tous qu'on avait besoin d'un réseau sur la douleur et un élément qui pourrait tout centraliser pour le gouvernement fédéral alors qu'il allait aller de l'avant. Donc, Douleur Canada était d'accord pour créer, être l'hôte de Pain Canada, qui est un réseau canadien sur la douleur et on a travaillé à partir de là sur certaines priorités. Bien sûr, nous voulions rendre les gens aptes à pouvoir agir, surtout ceux qui travaillent sur la douleur. Au niveau des ressources, on voulait que les gens collaborent, bien sûr, pour les chercheurs, ceux qui légifèrent, etc. Il faut que les gens qui sont les experts de la douleur puissent participer à la prise de décision auprès des preneurs de décision. On voulait aider des professionnels de la santé, mais d'autres personnes de Calbar. On a parlé des services correctionnels Canada, comme l'a dit Jeff. Et bon, peu importe la plateforme sur laquelle ou dans laquelle les gens évoluent relativement à la douleur. On veut inclure tout le monde pour être empli de compassion, pour faire de bonnes évaluations, pour travailler avec de bons professionnels, pour offrir les bonnes ressources et informations en termes de pédagogie. Donc voilà, et qu'on parle de problèmes de santé mentale ou de troubles physiques, le cancer, l'arthrite, le diabète, peu importe, il y a une grande quantité d'organisations à but non lucratif qui desservent les personnes qui souffrent de euh, ces de ces troubles, de ces difficultés. Donc, on pourrait aider à cette cause. Beaucoup d'organisations nous appuient. Et au Canada, nous avons, en fait, si je compte le nombre d'organisations, il y en a une dizaine, mais beaucoup qui ne sont pas financées. Je parle de petites organisations de terrain de base. Et le Canada, en fait, le réseau canadien Pain Canada, Douleur Canada veut faire croître, veut soutenir différentes organisations et bien sûr diffuser le message. Voici un bref aperçu des éléments clés que l'on offre en passant par le réseau Pain Canada, Douleur Canada. On a un programme interactif gratuit qui a été conçu de par une collaboration entre les chercheurs, les experts de la santé et les gens qui ont une expérience vécue. Et c'est un portail, en fait, le Plan B+. Vous pouvez y entendre les histoires des gens qui vivent avec de la douleur et pouvoir développer vos compétences en la matière. C'est disponible en anglais et en français. C'est facile à utiliser. C'est utilisé sur le portail Power of a Pain, qui est en quelque sorte un endroit où on retrouve toutes sortes de d'informations, un peu une chambre de compensation. En fait, c'est le modèle qui est utilisé pour diffuser ces informations. Donc voilà, on sait que plusieurs personnes disent qu'à moins que vous ne souffriez de la douleur dans votre vie, vous ne savez pas de quoi on parle. Et donc, PNBC, Douleur BC, PN Canada, Douleur Canada vont beaucoup mettre l'accent pour offrir un appui selon le modèle peer support par les pairs et d'autres appuis doivent être offerts. On le sait, on travaille avec des organisations qui sont nos acolytes comme PIPN, l'Association québécoise de la douleur chronique, la QDC, nos amis québécois. On travaille avec d'autres pour permettre un plus grand accès au soutien par les pairs. Et donc, on a des formations qui sont offertes par Pain Canada, Douleur Canada,
On a conçu de nouveaux manuels, on a fait des présentations sur plusieurs sujets. Tout ça est disponible en 5 langues, même en mandarin, cantonais, en punjabi, en français, en anglais, etc. Donc, et on a des versions adaptées culturellement pour la communauté des LGBTQ+. Et donc, le soutien entre les pairs est un modèle qui va être offert dans plusieurs environnements partout au pays de cette telle façon. Making Sense of Pain, c'est un programme en anglais qui a été offert via différents sites en Colombie-Britannique. C'est un programme de groupe qui est offert en personne, souvent. Il y a plusieurs environnements qui sont impliqués. Ça peut être, les hôtes peuvent être une collectivité autochtone, un centre de traitement, une clinique communautaire, peu importe. Il y a plusieurs environnements où l'on peut offrir cela. PNBC, Douleur Canada ont recueilli des fonds pour ça. Et donc, on offre des programmes dans plusieurs environnements, comme on l'a dit. C'est disponible en 5 langues. Et il y a des versions adaptées culturellement également. Et ça, c'est disponible partout au Canada. Regardez les sites où l'on offre cela. Et on est sur le point d'offrir le tout à 13 groupes partout au pays. Et donc, pour la prochaine année fiscale, et donc, on a plusieurs projets pilotes adaptés culturellement. Ça se fait de différentes façons. Dans certains endroits, ça se fait en ligne. C'est un service virtuel. En Alberta, par exemple, les gens peuvent appeler une ligne d'infirmerie. Il y a une version en ligne également du programme. Et c'est disponible en cantonais en mandarin également, sur plusieurs sites. C'est offert en Colombie-Britannique, dans plusieurs collectivités des Premières Nations. Et donc, on parle d'un programme empli d'informations sur le traumatisme qui est facile d'utiliser pour les collectivités. Parlons des ressources disponibles maintenant pour les professionnels de la santé. Alors, nous avons un programme qui s'appelle Moving Through Pain et c'est, voilà, une petite capture d'écran sur le contenu qui est disponible, ce qui aide les professionnels à guider ceux qui vivent avec la douleur afin qu'ils puissent retrouver leurs fonctions, leurs habiletés. Bon, souvent, c'est très peur de déménager. Comme un physiothérapeute le dit toujours, le secret, c'est de pouvoir se mouvoir, de bouger. La solution est dans le mouvement. On doit aider donc les professionnels de la santé, les aider à savoir comment gérer ces patients qui doivent recevoir ce message relativement à leur douleur, pour savoir comment se mouvoir. On a également des fondations sur la douleur. On a le modèle Pain Spiral, la spirale de la douleur. C'est très accessible. C'est une capture d'écran ici du contenu que vous voyez. C'est un programme d'information sur le traumatisme. Ce sera accrédité. Ce sera disponible pleinement à tous les professionnels de la santé partout au pays d'ici la fin de l'année. Nous faisons du travail relativement à l'éducation pré-chirurgicale pour ceux qui vivent avec la douleur et qui vont subir ou qui ont subi une opération médicale. On va parler de l'efficacité de ce programme, donc les objectifs atteints, et on travaille avec plusieurs hôpitaux, plusieurs programmes de chirurgie pour lancer le tout l'an prochain. Nous travaillons avec des partenaires à la Canadian Pain Society, la Société de la douleur canadienne. Vous avez vu qu'il y avait des webinaires gratuit ce mois-ci, donc c'était disponible. Vous y avez assisté peut-être. Et donc pour les Chinois, ceux qui parlent chinois, c'était des ressources aussi disponibles. Donc des ressources formidables pour ceux qui ont vécu avec la douleur, ceux qui font un partenariat avec nos chercheurs et d'autres parties prenantes. Et dans l'espace de recherche, on voit qu'il y a de nouvelles infrastructures qui visent l'engagement, en passant par le CPN, fondé par les instituts de recherche en santé du Canada. Le CPN, donc, c'est le réseau de douleurs chroniques du Canada, ce qui va faciliter la connaissance, en quelque sorte, en ce qui a trait à l'engagement des patients, eu égard à ceux qui légifèrent, à ceux qui prennent des décisions. Donc, de belles opportunités pour que les gens puissent se rassembler autour des dossiers importants. Voilà, je pourrais en parler davantage. Je voulais simplement féliciter le comité consultatif de Douleur Canada. Voilà, ceux qui sont les chefs de file. On a des experts cliniciens, des chercheurs, des autorités législatives, pardon. Et donc, en passant par Pain Canada, Douleur Canada, nous aidons ces leaders d'organisations à faire croître leur propre organisation. Nous avons vu au lancement de nouvelles organisations comme un nouveau groupe qui s'appelle Pain Ontario, de l'Ontario, qui sera lancé en 2024.
Et voilà, vous savez ce que l'on fait ici. On amplifie la voix des gens qui vivent avec de la douleur et on essaie d'améliorer la diffusion de nos revendications par un travail de promotion. Nous sommes les plaidoyers en quelque sorte de cette cause. Il y a beaucoup de choses qui se déroulent relativement à la politique. Nous vous en parlerons davantage durant toute cette conférence et bien au-delà de cette dernière. Voilà, je vais arrêter de partager ici. Je sais qu'on n'a plus de temps, mais je voulais juste peut-être simplement vous montrer quelque chose. Il y avait une question qui avait trait à la question. Comment allons-nous savoir qu'est-ce qui est fait en ce qui a trait à la douleur au Canada? Comment peut-on être sûr que l'on voit du progrès? Je voulais simplement vous donner un aperçu du nouveau plan d'action. En fait, c'est le nouveau tracker qui a été conçu par l'équipe de Pain Canada. Vous pouvez voir le tout en ligne, c'est mis à jour de façon routinière. Cela vous montre quels sont les objectifs. On a 50 quelques points de couleur ici par rapport à l'action, le plan d'action. Vous pouvez voir l'objectif et vous pouvez voir les actions qui s'alignent sur un objectif précis. Vous pouvez voir quelles sont les recommandations spécifiques et vous pouvez voir quelles sont les actions qui sont faites menant à cet objectif. Et donc, en haut, vous pouvez voir les choses qui sont complétées ou pas, ou en train d'être effectuées. Et donc, c'est une façon de faire le suivi des actions menant à l'atteinte des objectifs. Et donc, on va voir comment on progresse ensemble afin de satisfaire nos objectifs communs, qui sont les nôtres. Voilà. Il ne nous reste plus que quelques temps, quelques minutes pour répondre aux questions. Je m'en excuse. Et donc, on va revenir avec Jennifer et Jeff et je vous cède le micro afin que nous puissions entendre ceux qui ont des questions à poser. Merci beaucoup. Et bon, je veux simplement vous dire que vous nous avez offert une mise à jour exceptionnelle. Vous l'avez dit vous-même, Maria, mais ce groupe permet à ceux qui vivent avec la douleur de parler, de s'exprimer. Et il y a beaucoup de questions qui sont soulevées ici et vous avez répondu à beaucoup de questions. Je pense tous les deux, vous avez déjà répondu à certaines questions. En ce qui a trait à ceux qui vivent avec de la douleur, comment peuvent-ils s'impliquer davantage? Quels sont les programmes actuels? Qu'est-ce qui se fait? Quels sont les échéanciers? Et quelques éléments spécifiques ici, si je regarde du côté des questions spécifiques pour vous, Jean-François. Des questions pour savoir quand les recommandations vont être mises en œuvre. Et bon, je vais peut-être récapituler le tout ensemble pour que vous puissiez peut-être répondre tous les deux à la question. Alors, question, comment est-ce qu'un patient peut avoir accès à ces pratiques exemplaires telles que vous les avez identifiées pour votre équipe? Alors, commençons par cette question. C'est une question pour vous, Jean-François. Cela a trait à l'importance des données de la surveillance. Nous savons, selon ce que nous avons appris à partir du groupe de travail canadien, que malheureusement, il y a beaucoup de lacunes en ce qui a trait à la surveillance, en ce qui a trait à la gestion. Une des principales raisons pour cela, c'est que pendant plusieurs années, la maladie chronique n'était pas définie en termes de conditions chroniques. Donc, personne ne faisait le suivi de quoi que ce soit relativement à la douleur chronique. Donc, on faisait le suivi de certains problèmes, certains troubles, et par la suite, on utilisait des catégories, des sortes de boîtes là. Mais c'est quelque chose qu'on essaie de résoudre. En ce qui a trait aux étalons métriques, alors qu'on continue à mener à terme cette question de la surveillance, on sera éventuellement être en mesure de faire le suivi du progrès, en quelque sorte, afin d'offrir de meilleurs services aux gens qui vivent avec de la douleur. Il faut réduire le temps d'attente lorsqu'il s'agit d'avoir accès à des soins spécialisés. Voilà. Maria vient de nous parler du fameux tracker en anglais qui fait le suivi du progrès lié aux actions devant nous mener.
la satisfaction des objectifs. Donc, ça, c'est utile et ça nous permet de voir quels sont les progrès que l'on fait, quelles sont les lacunes qui demeurent dans tout ce processus. Je suis tout simplement ébahi de voir à quel point c'est incroyable de voir que le gouvernement essaie de trouver des solutions d'intégration selon les modèles ascendants et descendants, en incluant le spectre total de la douleur comme priorité. Un des éléments qui a été soulevé, je pense, si je ne m'abuse, c'était une question qui avait trait à de l'appui provincial, quelqu'un du Manitoba qui posait une question qui avait trait à la recherche là-bas, Wendy, je pense, et je me pose la question. Vous l'avez dit plus tôt, Maria, mais relativement à ce que nous avons entendu de par le nouveau site web interactif que vous venez de lancer, il y a deux outils d'adaptabilité, comme l'a dit Jeff, qui donnent espoir, puisque les gens peuvent voir vraiment ce qui est réalisé. Et donc, une réponse à cette question, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui est fait au niveau provincial? Ouais, eh bien, merci beaucoup, Jennifer. J'ai répondu à la question de Wendy du Manitoba. Je vais répondre à d'autres questions. Alors que nous arrivons au terme de cette session, nous voyons que presque toutes les provinces et les territoires s'en sont allés vers une vision d'expansion des services liés à la douleur. L'autorité de l'Alberta vient de lancer Pain Care. En Colombie-Britannique, il y a ce réseau sur la douleur où toutes les autorités de la santé vont considérer des choses comme la normalisation de l'accueil des données, le registre des patients, des, hum, un prognostic centralisé, etc., tout ce qui est lié aux soins. Et donc, au Manitoba, en printemps dernier, le gouvernement provincial a alloué quelques 4 millions de dollars pour les nouveaux investissements en vue des cliniques, pour les cliniques privées. Et on a vu le double des investissements en Ontario pour les douleurs sur la douleur, pardon, au niveau pédiatrique également pour les services spécialisés pour les adultes. En Alberta, ils vont mettre de l'avant leur stratégie provinciale sur la douleur. Ils viennent de financer un nouveau programme provincial. À Terre-Neuve également, ils travaillent sur une stratégie provinciale. On voit que cela croît. Au Québec, on retrouve un réseau de services très fort, très solide. Ils vont construire une infrastructure également là-dessus. On voit donc qu'il y a le modèle descendant qui, de façon synergétique, a une influence sur les provinces et les territoires. Et donc, on a de l'activité ascendante, bottom-up également, pas juste top-down, qui a son influence. Et donc, on doit continuer à appuyer sur le champignon et à faire une véritable différence concrète sur le terrain. Alors, les provinces et les territoires doivent offrir les services et donc, ces provinces et territoires doivent venir autour de la table et doivent veiller à mettre en œuvre et à desservir les personnes, mettre en œuvre les programmes et les desservir. Alors, merci beaucoup. Et Maria, vous avez dit que vous avez répondu à beaucoup de choses. Je ne veux pas répéter ce que vous avez déjà dit. Il y avait des questions ici qui avaient trait questions spécifiques pour savoir quoi faire. Bon, je me posais la question si on peut peut-être référer les gens à Power Over Pain, la ressource. En fait, bon, pour cette question, comment m'impliquer? Eh bien, c'est une question qu'on a posée et on essaie de s'attaquer à cette question durant la conférence. On essaie de créer un mouvement pour continuer à œuvrer dans ce travail. Le réseau canadien, PN Canada, Douleur Canada, a fait ce travail en passant par les médias sociaux, en demandant aux différents intervenants de s'inscrire pour recevoir un bulletin de liaison, etc. Donc, on le fait pour notre travail de salle, mais également dans nos réseaux locaux. On est très bon pour présenter les gens et on joue un petit peu à la marieuse, comme on dit. On présente les uns aux autres, etc. Donc, voilà notre rôle. Et on va utiliser tous les canaux qui existent pour cela et on va tout faire pour faire en sorte que nous puissions vous engager dans le travail qu'il reste à faire dans le réseau. Chris, je vous repasse Chris, la à vous. parole pour que vous mettiez un terme à cette séance qui a été très chargée, pleine d'informations. Merci à tous nos conférenciers aujourd'hui. Merci Jennifer, merci à la ministre Sachs, Jean-François et Maria. C'est très inspirant de vous entendre et d'entendre ce que vous faites au nom des gens qui vivent avec la douleur au Canada.